Il me semblait important de rappeler que l'Institut Henri Poincaré, qui organise le Ciné-Club, est un institut de mathématiques et de physique théorique, et que la science, nous ici on en parle en lien avec la société, sur les questions éthiques, sur les questions de notre rapport à l'univers, mais il y a quand même des maths derrière tout ça. Et à un moment donné, il faut s'y mettre. Et donc j'ai demandé à chaque parrain, cette année, de sélectionner une équation, qui est l'équation avec laquelle soit il travaille tous les jours, soit qu'il leur a présenté quelque chose du monde ou de l'univers sous un autre angle. Et donc elle a 5 minutes, Nathalie, pour vous présenter son équation. Je la laisserai présenter. Donc on retiendra notre souffle, 5 minutes, et on va voir des équations, des courbes. On vous a présenté ça sur l'écran, j'espère que ça vous plaira. Alors là, c'est un défi, parce que c'est la première fois que je présente une équation en public, comme ça, qui ne soit pas juste dans un développement purement de collègues de travail, où là, on va au fond des équations, justement. Donc, bon, un véritable défi. Donc, l'équation, elle est extrêmement simple, mais en même temps extrêmement puissante, et elle est particulièrement intéressante dans le contexte de la matière noire, parce que c'est justement l'équation qui est à la base de la découverte de Vera-Rubin sur la vitesse de rotation des galaxies spirales. Donc l'équation, il y a assez peu de lettres, donc ça va être rapide à expliquer. À gauche, vous avez V de R. Alors ce que ça veut dire, c'est la vitesse à une distance donnée. La distance, elle est ici exprimée par R, comme le rayon. Donc là, vous avez la vitesse à laquelle un objet va tourner autour d'un centre gravitationnel, c'est-à-dire autour d'un objet particulièrement massif. À droite, vous avez justement l'expression qui va vous expliquer comment cette vitesse évolue en fonction des différents paramètres en jeu. Alors tout d'abord, vous avez G. Ça, c'est une constante, c'est la constante de Newton. On n'y touche pas, elle est là, elle est maintenant très très bien connue. Elle vaut 6,67, 10 puissance moins 11 dans le système international d'unités. Donc, elle est là, mais il n'y a absolument aucune complication, c'est une constante. M int de R, alors là, ça a l'air un petit peu plus compliqué, mais c'est tout simplement la masse. Alors, pourquoi il y a tous ces termes-là? Pourquoi on n'a pas juste écrit M pour la masse? Parce qu'en pratique, c'est une masse à l'intérieur d'un rayon donné. Alors dans certains cas c'est simple, c'est juste la masse, on en verra un exemple juste après. Dans d'autres cas ça peut être plus complexe pour un objet diffus où la masse en fonction du rayon, c'est pas juste la masse de l'objet central, mais c'est une masse dont on doit prendre en compte la répartition de masse avec la distance. Et le int, c'est justement cette notion de intérieur à un rayon donné. Donc m int de r, c'est la masse à l'intérieur d'un rayon donné ou d'une distance donnée. Et on divise par r, de nouveau, c'est ce fameux rayon ou distance qui intervient dans l'équation. Puis le grand symbole là, qui englobe tout ça, c'est pas juste un carré pour faire joli, mais c'est une racine carrée. Donc ça veut dire que vous prenez la racine carrée de ce qui est à l'intérieur. La racine carrée de 9, c'est 3. C'est un nombre, l'intérieur, quand vous le multipliez par lui-même, vous trouvez le nombre élevé au carré, donc celui de gauche. Donc voilà pour les termes de l'équation. Maintenant, on va l'appliquer à un cas extrêmement simple, qui est le cas du système solaire. Alors ça, on a vu également dans le film, ça marche très très bien dans ce contexte-là. Et ce qui est intéressant pour le système solaire, c'est qu'en fait, le système solaire, c'est le Soleil, puis toutes ces planètes, Mercure, Vénus, Terre, Mars, etc. Mais toutes les planètes ont des masses tellement faibles par rapport au Soleil qu'en fait, la masse d'un système solaire, c'est la masse du Soleil. C'est la masse de l'astre dans le centre de ce système solaire. Donc là, ça veut dire que le terme m int de R, que j'ai pris déjà 5 minutes à expliquer, il est extrêmement simple, vous le remplacez par masse du Soleil. Alors qu'est-ce qu'on voit là ici? C'est qu'on va pouvoir justement appliquer cette équation au système solaire. Donc la distance, c'est tout simplement la distance à laquelle vous vous éloignez du Soleil, et tous les autres termes sont tout simplement extrêmement triviaux. Voilà. Et là, ce que vous voyez, c'est la distance qui augmente. Alors ça, c'est clair parce que R augmente dans l'équation. À droite, vous avez le résultat de ce calcul-là. M int de R, en pratique, on voit R qui augmente, mais je vous rappelle, M int de R dans le système solaire, c'est la masse du Soleil, c'est une constante aussi. Donc la seule chose qui évolue, c'est le R qui était au dénominateur, c'est-à-dire la distance à laquelle on s'éloigne du Soleil. Et là, à droite, vous avez la vitesse à laquelle un objet qui tourne autour du Soleil doit tourner, enfin la vitesse à laquelle il doit tourner, justement. Là, on s'est arrêté au niveau de la Terre, et vous voyez qu'on obtient une vitesse de 30 km par seconde, ce qui est effectivement la vitesse à laquelle la Terre tourne autour du Soleil. Les valeurs intermédiaires par lesquelles on est passé vous donnent effectivement la vitesse de différentes planètes du système solaire. Donc ici, la courbe verte, c'est exactement l'expression de cette équation en fonction de la distance au Soleil, qui est ici exprimée en millions de kilomètres. La Terre est à 150 millions de kilomètres, donc la Terre elle est à l'extrémité de l'écran ici.
Et cette courbe représente les vitesses. Et donc, ce qui est particulièrement intéressant aujourd'hui, où on est en train de découvrir de nouveaux systèmes solaires, on parle sans arrêt d'exoplanètes, donc de planètes découvertes autour de d'autres systèmes solaires. Et en fait, la simple mesure de la vitesse de rotation de ces planètes nous permet de déterminer la masse au cœur de leur système solaire. C'est une équation qu'on utilise très très souvent dans ce type de contexte pour déterminer la masse d'un objet. La courbe bleue, c'est la même équation, mais en prenant un Soleil qui aurait 10 fois la masse de notre Soleil. Et donc, comme racine carrée de 10, c'est pas très loin de 3, ça vous donne des vitesses qui sont 3 fois supérieures à celles que l'on observe dans le système solaire. Et la courbe bleu marine en dessous, c'est la même chose, mais cette fois-ci pour un Soleil qui serait 10 fois moins massif que le nôtre, et donc des vitesses, en gros, 3 fois plus faibles que dans notre système solaire. Et juste parce que je vous ai parlé de la Terre et de Mercure, et des planètes qui précèdent la Terre sur notre système solaire. La Terre est à 150 millions de kilomètres, Mercure à peu près 58 millions de kilomètres en fait du Soleil, et on retrouve effectivement avec cette équation-là la valeur à laquelle Mercure ou la Terre tourne autour du Soleil. Donc cette équation, extrêmement simple, marche redoutablement bien dans un système solaire. Et donc, ce qu'on a cherché à faire, et en particulier, c'est exactement le travail de Vera Rubin, c'est de faire ce même type d'approche à d'autres systèmes que le système solaire, et en particulier en essayant de l'appliquer à des galaxies. Alors, revoici cette fois-ci l'image d'une galaxie, tout à fait comparable à notre Voie lactée, donc notre propre galaxie. Si l'on fait la même chose, alors vous comprenez bien que quand on est au sein même de cette galaxie, justement le terme masse à un rayon donné va être un petit peu plus complexe que dans le cas d'un système solaire. Toute la masse d'une galaxie, ce n'est pas le centre galactique uniquement. On voit bien que cette masse se répartit un petit peu le long du plan de cette galaxie. Donc effectivement, l'essentiel de la masse est au centre, mais toute la masse n'est pas au centre. Donc la forme de la courbe vitesse en fonction du rayon ne sera pas tout à fait aussi simple que ce que l'on a vu dans le système solaire, puisque en tout cas, dans les premières distances, alors on verra en quelle unité, enfin c'est déjà marqué, mais lorsqu'on commence à s'éloigner du cœur galactique, la masse à l'intérieur de notre rayon va continuer à augmenter. Donc on a tout d'abord une augmentation de la vitesse, puisque la masse va augmenter de façon conséquente dans les premiers kiloparsecs du centre galactique. Alors justement, kiloparsec, c'est l'unité que j'ai utilisée ici pour exprimer la distance au centre de la galaxie. 1 kiloparsec, c'est très grand, c'est 30, alors pour parler justement avec ces millions de milliards, je vais essayer de ne pas me tromper, 1 kiloparsec, c'est 30 millions de milliards de kilomètres, c'est-à-dire pour ceux qui ont l'habitude des puissances de 10, 1 kiloparsec, c'est 3 10 puissance 16 kilomètres, donc ce sont vraiment des très très grandes distances. Le système solaire est à peu près à 8 kiloparsecs, 8,5 kiloparsecs du centre de la Voie lactée. Et donc voici ce à quoi ressemble l'équation vitesse en fonction de la distance dans une galaxie typique comme la Voie lactée. Vous voyez qu'elle commence par augmenter en raison de ce terme de masse qui augmente lorsque l'on s'éloigne du centre de la galaxie. Et ensuite, il y a de moins en moins d'étoiles. La masse sous forme d'étoiles n'augmente presque plus lorsqu'on commence à s'éloigner suffisamment. Et on retrouve la décroissance à peu près en 1 sur racine carrée de la distance, 1 sur racine de r, c'est-à-dire une décroissance comparable à celle que l'on avait dans le système solaire, quand on commence à s'éloigner suffisamment du centre de la galaxie, et donc quand on commence à avoir la masse qui est quasiment devenue stable lorsqu'on continue à s'éloigner du centre de la galaxie. Alors, ce qui est intéressant, c'est justement de continuer avec cette comparaison théorie et données. Et donc, c'est ce que l'on va faire ici maintenant. La courbe que je vous ai montrée est devenue en pointillé, puisque ça c'est notre prédiction théorique, et on va superposer à cette courbe des données expérimentales que l'on mesure donc sur une galaxie typique. Et c'est là qu'intervient le problème de la matière noire. C'est qu'autant dans le système solaire, les vitesses que l'on observe pour Mercure, Vénus, Terre, Mars, etc., sont tout à fait en accord avec notre théorie, autant sur des galaxies spirales, ce n'est plus du tout le cas. Et on a un désaccord absolument flagrant entre les observations, ces points bleus que vous voyez en haut, et la théorie, cette courbe grise en pointillé que l'on a représentée au début. Et donc la seule façon de concilier ces observations avec la théorie, c'est d'invoquer un terme qui va pouvoir justement continuer à augmenter la masse, puisqu'on a vu que la masse sous forme d'étoile, elle, n'augmentait quasiment plus.
Pour avoir des vitesses qui, elles, continuent à être stables, il faut que le terme de masse continue à augmenter. Et donc, pour pouvoir faire augmenter ce terme de masse, on est obligé de rajouter une nouvelle composante, ce fameux halo sombre, donc ici dark halo, qui est tout simplement halo sombre en anglais. Mais c'est cette incohérence entre les observations et la théorie qui nécessite une modification à notre théorie, et c'est interprété ici sous cette forme de matière noire. Et donc voici pour la petite équation de la soirée, et j'espère que vous avez tout compris.